Bonjour Mornia, bonjour Thomas, je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans notre petite émission Le Focus de la semaine. Je vais vous laisser vous présenter, mais pour donner un peu de contexte à tout le monde et expliquer pourquoi est-ce qu'on vous reçoit aujourd'hui. Vous êtes contrôleur et contrôleuse du travail au ministère du Travail, ou inspecteur et Même inspectrice. inspecteur et inspectrice. Voilà. Et vous avez été engagé dans une action de soutien à des travailleurs sans papier qui interpellaient, je crois que c'était un pôle emploi ou une direction, Direction du ministère du Travail. de la direction du ministère, voilà. Et vous avez été sanctionné par votre hiérarchie pour avoir fait votre travail de syndicaliste. Et ensuite, suite à cette sanction, une procédure en recours de votre part, et qui s'est, il y a quelques semaines, conclue par une victoire. Donc, la justice est revenue sur la sanction et en fait a déclaré que le ministère du Travail avait eu tort de vous sanctionner alors que vous étiez dans une action syndicale, mais aussi, je pense, en tant qu'inspecteur et inspectrice du travail, ça devrait être l'essence même de votre engagement que de vous assurer des bonnes conditions dans lesquelles des salariés, des travailleurs exercent leur métier et qu'ils ont pleinement les droits, des droits sociaux qui vont avec, et donc ça se justifiait aussi par votre engagement. Je vais vous laisser expliquer peut-être un peu plus le sens de cette action, pourquoi c'est une action sociale, démocratique et l'enjeu d'égalité et de lutte contre les discriminations, et peut-être nous parler tous les deux de ce qu'il y a encore aujourd'hui comme bataille après cette victoire importante et d'autres victoires qu'il y a pu y avoir aussi sur le champ de la lutte contre les discriminations, notamment des salariés sans papier. À vous la parole. Très bien, bah écoute, merci beaucoup Daniel pour ton invitation et pour nous permettre de prendre la parole. Parce qu'effectivement, on est très heureux de fêter cette victoire avec toi, parce qu'on avait eu un premier soutien au début de cette affaire en 2017. En fait, on est effectivement des agents du ministère du Travail, des syndicalistes du ministère du Travail. On est avec Mornia tous les deux à la CGT. Et on menait à l'époque une campagne pour la reconnaissance de l'égalité des droits avec les sans-papiers. Et au cours d'une action organisée par les sans-papiers, donc à la directe d'Île-de-France, dans la direction régionale du ministère du Travail, plusieurs centaines de sans-papiers sont venus interpeller la direction pour demander que leur travail soit reconnu et permettre leur régularisation. Et nos syndicats étaient à leur côté pour soutenir leurs revendications et demander à ce qu'il y ait des négociations qui soient ouvertes et qui puissent permettre des avancées en termes, effectivement, comme tu le rappelais, d'égalité des droits pour ces travailleurs sans papier. Alors, il se trouve que ce jour-là, on a été dans la négociation directement avec la direction, et la direction du ministère du Travail, et notamment sous l'égide de Madame Pénicaud, qui était à l'époque la ministre du Travail, nous a ciblés, alors qu'il y avait d'autres collègues qui étaient partie prenante du rassemblement et du soutien, et nous a ciblés en tant qu'interlocuteur et négociateur de l'administration. Et donc on a reçu une première sanction symbolique, hein, certes, mais qui remettait en cause notre qualité en tant que fonctionnaire de l'inspection du travail. Donc on a reçu 2 blâmes. On a saisi, parce qu'on connaît un petit peu le droit et du fait effectivement de notre métier, le défenseur des droits. On a saisi le tribunal administratif. Le défenseur des droits nous a donné raison en indiquant qu'effectivement il n'y avait aucun élément matériel qui permettait de nous sanctionner par rapport à ce rassemblement. On était bien dans l'exercice de nos fonctions syndicales. En tant que syndicaliste de l'inspection du travail, on était tout à fait en droit de défendre les droits des sans-papiers. On est attaché effectivement à ce que le Code du travail et le respect des règles du Code du travail s'appliquent à tous les salariés. Et donc on était tout à fait habilité en tant que syndicaliste à défendre ces droits-là. Donc avec l'aide du défenseur des droits, on a obtenu une première victoire au tribunal administratif, donc c'était l'année dernière. Et là, donc, la nouvelle, c'est qu'effectivement, la Cour d'appel de Paris, parce que le ministère du Travail s'est vraiment enfoncé dans cette répression, et Mornia peut-être rappellera le contexte plus général de répression, mais qui a fait quand même la une avec l'affaire Anthony Smith notamment, et des questions aussi de discrimination raciale et des problématiques en la matière. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, la Cour d'appel de Paris
nous a de nouveau donné raison, a rejeté le recours du ministère du Travail, et au sens de notre avocat, c'est une victoire définitive, il n'y a pas de possibilité de recours. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était important de partager ça avec toi, et puis ça sera aussi l'occasion peut-être de rappeler l'actualité de la lutte des sans-papiers, on y reviendra sûrement, et du ministère du Travail. Effectivement, Mornia, peut-être que tu peux compléter sur le contexte, parce que ce sont des dossiers, alors la question des travailleurs sans papier et de l'égalité des droits pour ces travailleurs, mais plus largement, à la fois des enjeux d'égalité des droits, de lutte contre les discriminations, mais aussi vis-à-vis d'un ministère qui devrait être exemplaire en la matière et qui ne l'est pas. Tu as évoqué le cas d'Anthony Smith qui a également été sanctionné dernièrement. Mornia, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce contexte général et des batailles en particulier que vous menez? En effet, sur le contexte général, je pense qu'il faut rappeler que cette sanction, elle s'inscrivait dans un contexte particulier au sein du ministère du Travail, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, et notamment la lutte qui était portée par un certain nombre d'entre nous et par notre syndicat, donc la CGT, pour lutter contre la discrimination raciale opérante au sein des organisations de travail de la fonction publique et plus particulièrement au sein de notre ministère. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur l'histoire, je renvoie même les gens qui nous regardent aujourd'hui à regarder la première vidéo qu'on avait faite. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, je te remercie énormément de nous inviter aujourd'hui dans un contexte qui est particulièrement difficile, de crise sanitaire, de crise sociale et de crise économique. Et du coup, je pense que même si c'est une petite victoire, moi je le dis comme je le pense, je pense que c'est une petite victoire et que au regard de la lutte qu'on menait, c'est satisfaisant pour nous, mais c'est pas satisfaisant pour tous les camarades sans-papiers qui étaient à nos côtés pendant ces luttes et qui n'ont pas obtenu gain de cause, qui n'ont pas obtenu le rétablissement des qualités du droit. Donc je leur dédie quand même cette victoire. Mais tout de même, c'est une petite goutte dans le contexte qu'on connaît, et en même temps, c'est une partie du contexte qu'on connaît, c'est une partie émergée du contexte qu'on connaît, puisque la discrimination raciale, on le voit, elle est toujours là, elle est toujours opérante, et à l'époque, elle l'était déjà, donc aux alentours de 2015, ça s'est traduit par une plainte de ma part, que tu as suivi toi et d'autres personnes politiques, mais également des médias, et on a eu quelques soutiens à l'époque, et je tiens à les remercier, qui a braqué, clairement, le ministère du Travail, qui a considéré que cette lutte politique, qui est aujourd'hui une vraie actualité, c'est-à-dire qu'on voit que ça a progressé dans les esprits depuis 5 ans, puisqu'on parle aujourd'hui de discrimination structurelle, et c'était ça en fait qu'on pointait du doigt à l'époque, et qui s'incarnait dans mon dossier et celui de plusieurs autres femmes, et je ne vais pas y revenir, qui avaient témoigné, qu'on appelait les 8 femmes racisées. C'est comment la discrimination raciale, elle s'opère dans les organisations du travail de manière structurelle et structurée dans les évolutions de carrière, dans les évolutions salariales. Et voilà, je veux dire, depuis, on n'a pas beaucoup évolué dans le bon sens, on voit même que ça a évolué dans le mauvais sens. Dans la société, j'en veux pour preuve le dernier rapport du Défenseur des droits que j'invite tout le monde à lire, plus particulièrement celui qui vise la discrimination raciale, qui est paru en mars, qui dit clairement, et c'est ce que nous avions déjà dit à l'époque, nous qui dénoncions, que cette discrimination, elle est sournoise, elle est difficile à faire l'objet de débats et de mesures dans ce pays. Et aujourd'hui, toutes les luttes qu'on voit un peu partout, elles le montrent, elles le caractérisent. Tous ceux qui osent, tu en fais partie, qui osent pointer du doigt, sont discrédités par les interlocuteurs, par le système, qui vont sur une autre forme qui est l'islamo-gauchisme, l'indigénisme. D'ailleurs, j'entends déjà les gens qui vont regarder notre vidéo et qui ne nous soutiennent pas, qui vont dire, qui vont crier, encore ces indigénistes qui viennent nous prendre la tête. Sauf que, donc voilà, tout ça c'est d'actualité, et à l'époque c'était ça qu'on pointait du doigt, qui s'incarnait dans mon cas, mais dans le cas d'un grand nombre de personnes. D'ailleurs, c'est aussi pour ça peut-être que tu as été ciblée avec Thomas au moment de l'action sur les sans-papiers. C'est-à-dire qu'on en parle très peu. On en parle très peu. Tu étais un peu dans le viseur de la direction. Alors, on en parle très peu quand même dans toutes les diffusions qu'il y a sur le sujet, mais tout de même, si on reprend l'histoire, oui, Thomas, ça a été un des grands soutiens
blanc, puisque maintenant on est autorisé à le dire, hein, puisque même notre président Emmanuel Macron parle de blanchité, donc ça y est, c'est sexy de le dire. C'était un des plus grands soutiens blancs qui s'est exposé à nos côtés dans la lutte contre la discrimination raciale, et moi j'étais une de celles en effet qui était la plus exposée. Et quand on reprend la chronologie des faits, quand on fait un peu de droit, on sait que la chronologie des faits ça a un sens. Quand on veut aussi matérialiser les choses, eh ben on voit bien que dans le cadre de cette action, on était nombreux et on a pris d'abord celle qui a posé des problèmes en portant un sujet qui est considéré, je l'ai déjà dit et je le dis encore, et on n'a pas beaucoup évolué, comme une infamie. C'est-à-dire c'est un tabou. On n'a pas le droit de dire qu'il y a de la discrimination raciale en France. On n'a pas le droit. Ça revient à dire que ceux qui l'entendent et qui sont susceptibles de la pratiquer, c'est-à-dire tous les blancs, eh ben, sont des racistes. Eh bien, à un moment donné, il va falloir qu'on s'en sorte de ce débat. Et la réaction, ça a été l'irrationnel, parce que c'est ça que dit cette décision, l'irrationnel et la susceptibilité qui s'est exprimée en des équipes de direction de l'époque, qui ont considéré qu'il fallait sanctionner ceux qui parlent, ceux qui disent trop, ceux qui militent pour des questions politiques qui fâchent et qui portent atteinte à l'équilibre social des organisations du travail. Donc voilà en gros ce que c'est cette réponse de la justice. De ce point de vue-là, c'est une victoire aussi pour toutes celles et ceux qui sont dans nos organisations de travail, c'est pour ça qu'il faut la diffuser massivement, et qui osent pour certains parler, et qui se voient menacés encore, qui se voient menacés dans leur compte-rendu d'évaluation, qui se voient menacés dans leur quotidien, et pour ceux qui n'osent pas, de leur dire, il faut, quand bien même ça met à mal nos interlocuteurs parce que ça les gêne, ça les met dans l'inconfort, il faut le dénoncer. Les inégalités de traitement fondées sur des critères illégaux, dont celui de l'origine, doivent être dénoncées. Et certainement pas par les Blancs, mais par ceux qui les vivent. Encore une fois, aujourd'hui, ça ne choque personne que des femmes disent à des hommes « Stop, c'est pas toi qui va prendre ma place pour dire que je suis moins bien payée que toi, je vis au quotidien le sexisme, je vis au quotidien le harcèlement. » Eh bien, ça doit être la même chose pour les gens racisés, et en France, il va falloir que ça soit intégré. C'est ça notre lutte. Donc, aujourd'hui, au sein du ministère du Travail, eh ben, ce qu'on attend, moi je le dis en toute honnêteté, c'est qu'on a une victoire. Ça veut dire que cette sanction, elle n'était pas fondée sur des éléments matériels. À 2 reprises, les juges ont statué là-dessus. J'attends de voir ce que notre direction, ce que notre ministre va tirer comme conclusion d'un point de vue individuel pour nous. Parce que le rétablissement de notre droit, ok, il est établi. Cette sanction, elle a été retirée parce qu'elle n'était pas fondée matériellement. Mais comment il répare ce qu'on a vécu, nous, à l'époque? Je veux dire, à un moment donné, il va falloir que les gens prennent leurs responsabilités. Oui, quand on a fauté, eh ben on répare son erreur. Parce que, je ne sais pas pour Thomas s'il ose, mais moi, ça a été des conséquences sur ma santé, ça a été des conséquences sur ma vie sociale, sur mon évolution de carrière. C'est un combat de tous les jours. Et ça, il va falloir que, dans la tête de ceux qui dirigent, et qui structurellement pilotent ce fonctionnement discriminatoire, eh bien, ça rentre comme des réflexes. J'ai discriminé, la justice me l'a dit, alors bien sûr, ils vont avoir bon dos de nous dire « Ah oui, mais la justice, elle n'a pas tout à fait dit ça ». Sauf que, en droit civil, quand on sanctionne quelqu'un et que la personne évoque des critères de discrimination, et c'est mon cas, moi je les évoque depuis le début, c'est pas contestable, je suis une femme, une syndicaliste, et je suis une femme d'origine maghrébine, et il n'est pas question d'hiérarchiser les critères, il n'est pas question que j'accepte que quiconque les hiérarchise. C'est intrinsèquement lié, et c'est le cas de plein de femmes, comme les femmes qui font grève, les femmes de ménage qui font grève et qui sont d'origine subsaharienne, comme nos camarades sans-papiers de Chronopost et les autres. Ce sont à la fois des hommes, des femmes, et ils sont racisés, et peut-être qu'ils sont malades, et ça, ce sont des critères qui aujourd'hui, dans la société, se recoupent. Et en France, on nous oblige à ne pas parler de celui de la race. Et ça, c'est très problématique. Et aujourd'hui, à mon sens, et je pense que c'est aussi la position d'un grand nombre de ceux qui interpellent depuis plusieurs années, c'est ce qui cause que les gens n'en peuvent plus, que les gens se mobilisent, qu'ils n'acceptent pas à ce qu'on les enjoigne à se taire, parce que l'atteinte à la dignité, le fait qu'on vive l'injustice, et qu'on est en capacité de démontrer qu'on la vive, et qu'en face, malgré tout, on nous dit
non, tu as tort, tu fantasmes. Et ceux qui nous le disent ne sont pas légitimes à le dire au regard de leurs propres critères. Et bien, voilà, cette victoire, pour moi, c'est ça. Et vraiment, je tiens à la partager avec toutes celles et ceux qui se battent, mais pas que dans leur organisation de travail, qui se battent au quotidien quand ils sont victimes de discrimination, quand ils sont contrôlés par la police, qui se battent au quotidien quand il est question d'accéder à un appartement et qu'il ne peut pas y accéder parce que c'est un arabe, parce que c'est un noir, parce que c'est un asiatique. C'est ça la réalité aujourd'hui en France, et c'est ça finalement, quand on prend notre dossier, qui s'est passé. Parce que si on a été quand même les premiers syndicalistes sanctionnés au sein du ministère du Travail pour notre activité syndicale. Nous, dans notre fort intérieur, Thomas et moi, on savait que ça passerait jamais au niveau du droit. Et on nous a sanctionnés quand on a défendu des sans-papiers. Tellement pour ceux qui ont engagé ça, c'était évident que ça allait passer dans la conscience collective. Non seulement ce sont des syndicalistes qui portent des sujets qui mettent à mal tout le monde, et notamment le racisme, mais en plus ils défendent des sans-papiers. Et je crois qu'il y a eu vraiment, du coup, sur cette affaire, une conjonction. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait la lutte des collègues en interne, et avec l'appui de Mornia, et qui était en première ligne sur cette lutte contre les discriminations syndicales, et la campagne intersyndicale sur les sans-papiers. Et on voit que sur ces deux fronts-là, en fait, ça se rejoint à un moment donné, parce que, alors là, il y a eu cette affaire, effectivement, de sanctions, mais du coup, on voit aussi qu'au niveau du droit, sur une affaire, l'affaire de Breteuil, la question des discriminations systémiques que tu évoquais, exactement. Et qu'on avait essayé de montrer au ministère du Travail, parce qu'elle se pose aussi au ministère du Travail, dans la division des tâches, dans la division du travail, elle se posait... Et on avait des travailleurs sans papier, et pour lesquels, alors c'est une décision de justice, je sais qu'il y avait eu un rapport du défenseur des droits aussi, qui a montré qu'ils étaient... discriminés en termes de conditions sociales, mais aussi avec une hiérarchie raciale, et notamment les travailleurs subsahariens qui étaient vraiment qui avaient les pires conditions. C'est la première fois qu'une juridiction française reconnaît la discrimination systémique. Donc c'est le Conseil de prud'homme de Paris, et qui a rendu une décision, ça fait bientôt un an, c'était le 17 décembre 2019, et c'est reconnu au niveau du droit. Alors on savait que ça existait depuis longtemps dans les études sociologiques et dans le philosophique, on savait que ça existait, mais là c'est un degré supplémentaire, on va dire, dans la prise de conscience, puisque c'était effectivement 25 travailleurs sans papier, donc on est tout à fait dans la problématique qu'on défendait, où il y avait eu des accidents du travail qui n'avaient pas été reconnus par l'employeur. Par ailleurs, ils étaient exposés à l'amiante, et ils ont montré qu'effectivement, si on les envoyait comme ça s'exposer par rapport à des poussières d'amiante, à des risques d'accident du travail, dans des conditions particulièrement difficiles, c'était bien parce que c'était lié à leur origine. Et c'est bien pour ça qu'on les avait mis dans ces conditions-là. Et évidemment, ce n'est pas une situation exceptionnelle, là, notamment dans le secteur du BTP, mais dans beaucoup de secteurs. Et donc, finalement, c'est sur une lutte de sans-papiers, parce que ces sans-papiers, s'ils ont réussi à obtenir, in fine, alors il y a eu des soutiens de la CGT, du Défenseur des droits, comme tu le rappelais, l'inspection du travail est intervenue aussi dans cette affaire, mais du coup, cette victoire des sans-papiers, en fait, elle retentit pour l'ensemble des travailleurs, y compris les fonctionnaires, puisqu'il y a enfin, effectivement, une notion juridique qui est reconnue de manière par la jurisprudence, et qui pourra être saisie, effectivement, par tout un chacun pour faire reconnaître la discrimination systémique. Et donc, on voit bien là que les luttes qu'on pourrait considérer, que certains considèrent comme marginales, sont vraiment au cœur, en fait, de l'ensemble de nos combats pour l'émancipation, quoi. Et là, il y a vraiment, dans cette décision, voilà, des choses qui peuvent ouvrir sur des victoires prochaines, y compris avec les nouvelles possibilités d'action de groupe. Voilà, si effectivement les salariés discriminés s'en saisissent, et c'est bien l'intérêt effectivement de ces victoires-là, de pousser effectivement l'ensemble des victimes de discrimination raciale, de pouvoir saisir les tribunaux, faire valoir leurs droits, demander réparation, et pas baisser la tête devant ce qui apparaissait comme il y a 5 ans comme une fatalité, etc. Il y a eu des mobilisations, y compris évidemment cette année, il y a eu des mobilisations de masse sur ces problèmes de discrimination raciale, notamment à l'initiative du comité Adama par exemple. Mais, donc ça a pris une échelle beaucoup plus grande qu'il y a 4 ans ou 5 ans quand ton affaire a démarré en 2015. Quoi. Alors Mornia, est-ce que tu pourrais nous donner des informations sur ce qui se passe maintenant? Quelles sont vos campagnes, vos mobilisations sur ce sujet de la lutte contre les discriminations au sein des organisations de travail, aussi bien au ministère que dans le reste
de la société et dans le reste du marché du travail. Peut-être pour terminer sur les points qu'on a abordés, notamment la régularisation des travailleuses et des travailleurs sans papier. D'abord, nous on est toujours aux côtés des camarades sans papier, notamment les camarades de Chronopost et bien d'autres. Et du coup, je mets un point d'honneur à dire qu'il faut qu'on soit très nombreux à la manif du 18 décembre aux côtés des personnes sans papier pour demander l'égalité des droits. Voilà, le traitement égalitaire de l'ensemble des personnes qui sont sur ce territoire, simplement. Le 18 décembre, pour rappeler, c'est la journée internationale des migrants, des migrantes, et donc à cette occasion, il y a cette manifestation. Tout à fait. Alors, j'ai pas les détails du parcours. 18h opéra, à Paris en tout cas. Bon, mais il y en a partout dans toute la France, mais voilà, 18h opéra. Et par ailleurs, vous continuez à mener la bataille au sein du ministère. Alors on continue quand même bien sûr à mener la bataille au sein du ministère contre les discriminations raciales opérantes. D'ailleurs à ce titre on a appris que le ministère propose un plan d'action pour lutter à la mise en œuvre de la diversité au sein du ministère. Donc nous, ce qu'on lui demande aujourd'hui, c'est d'appliquer l'accord qui a été signé par la ministre en 2015 ou en 2016, je crois, par Madame El Khomri, et qui précisait qu'il fallait qu'il y ait un état des lieux exhaustif, ce qu'on appelle un diagnostic, sur les questions de discrimination liées à l'origine, tout particulièrement. Donc voilà, plus d'une fois, on les a interpellés sur ce point. Nous, en tant qu'organisation syndicale, mais aussi nous, en tant que membres de l'association Panthère des ministères, on demande que ça soit fait, même si on connaît d'ores et déjà les résultats, on sait qu'il y a de la discrimination au niveau des concours, Lorty l'avait déjà dit en 2015, au niveau des salaires, au niveau des promotions. Donc une fois que cet état des lieux il est fait, on demande que des mesures soient prises. Voilà, les atteintes à la santé et à la dignité des gens qui subissent ces discriminations, ça suffit. Il faut que ça s'arrête, particulièrement dans ces périodes de crise qu'on connaît, qui sont sanitaires, économiques et sociales. Les questions de discrimination, elles se décuplent, et on l'a bien vu, au niveau justement des personnes qui sont atteintes par le Covid. Voilà, donc les Panthères du ministère, c'est l'association qui existe aujourd'hui. Tout à fait. On va mettre le lien de la page Facebook pour que tous et toutes vous alliez la suivre et puis suivre l'actualité de cette mobilisation qui continue au sein du ministère. Tout à fait, voilà. Sur le sujet. Donc vous ne lâchez rien. Non, en tous les cas, merci beaucoup. Merci à toi, Daniel, d'incroyables lanceurs et lanceuses d'alerte, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit sur ce sujet comme sur d'autres. On a besoin de ça, et nous, c'est vrai que c'est dans la discussion et le travail en collaboration avec ce que vous faites, en tant que parlementaire, nous avons pu interpeller le gouvernement, faire des amendements, notamment sur un projet de loi sur la fonction publique où on avait repris des demandes en termes de mesures politiques concrètes, et qu'on continuera donc à le faire. Merci à vous pour l'engagement. On ne lâche rien dans la mobilisation et à l'Assemblée. Merci. Merci à toi. Bientôt.